Pourquoi le secret de la production de la soie, qui valait plus que l'or, a-t-il été gardé sous peine de mort pendant 3000 ans? Et comment un seul homme, envoyé en mission diplomatique, a-t-il pu, sans le savoir, déclencher une guerre secrète qui allait durer des siècles et redessiner la carte du monde? Ce n'est pas une histoire de marchands. C'est l'histoire de la naissance d'une artère planétaire, irriguée non pas par le commerce, mais par le sang, l'ambition et la trahison. Tout commence non pas avec une balle de soie, mais avec le fracas des armes et le sifflement des flèches des Xiongnu, les cavaliers démons des steppes qui terrorisaient la Chine des Han. L'empereur Wu, fatigué de payer un tribut humiliant, a pris une décision qui allait changer le monde. Il n'a pas envoyé une armée, il a envoyé un espion. Son nom était Zhang Qian. Sa mission, traverser des déserts impitoyables et des montagnes mortelles pour trouver les Yuezhi, un peuple ennemi des Xiongnu, et forger une alliance militaire. C'était en l'an 138 avant notre ère. Il n'y avait pas de route, il n'y avait que le danger. Zhang Qian partit avec une centaine d'hommes. Il fut capturé par les Xiongnu presque immédiatement. Il passa 10 ans en captivité, on lui donna une femme, il eut des enfants. On le croyait brisé, assimilé. Mais Zhang Qian n'oublia jamais sa mission. Il s'évada. Il reprit sa route vers l'ouest, à travers des terres inconnues dont les noms mêmes sonnaient comme des malédictions. Il atteignit enfin les Yuezhi, mais ils refusèrent l'alliance. Ils avaient trouvé une nouvelle patrie et ne voulaient plus la guerre. L'objectif principal de la mission était un échec. Sur le chemin du retour, il fut de nouveau capturé. Il s'évada une nouvelle fois. Après 13 années d'absence, il rentra enfin à la cour de l'empereur, accompagné seulement de 2 des hommes qui étaient de partie avec lui. Il n'avait pas d'alliance militaire, mais il rapportait quelque chose de bien plus précieux, des informations. Il décrivait des royaumes puissants à l'ouest, des chevaux célestes en Ferghana plus grands et plus forts que tous ceux de Chine, et un désir insatiable dans ces terres lointaines pour un produit que seule la Chine possédait, la soie. C'est là que l'opération de renseignement militaire se transforma en la plus grande entreprise économique et clandestine de l'histoire. L'empereur Wu comprit. Pour obtenir ses chevaux de guerre, pour financer sa lutte contre les Xiongnu, il n'avait pas besoin d'alliés, il avait besoin de clients. Les premières caravanes n'étaient pas des expéditions commerciales pacifiques. C'était à des colonnes militaires protégeant des ballots de soie dont le secret de fabrication était le secret d'État le mieux gardé de la planète. Toute personne tentant de faire passer en contrebande des œufs de ver à soie ou des graines de mûrier était passible d'une seule peine. La mort. Chaque fil de soie était une parcelle de la sécurité nationale. Les empires ont toujours construit des murs pour se protéger de leurs ennemis, mais la véritable guerre se déroulait déjà sur des sentiers de terre où chaque marchand pouvait être un espion et chaque marchandise une arme. Les premières batailles de la route de la soie ne furent pas pour des territoires, mais pour des informations. Les premiers assassinats ne visaient pas des généraux, mais des artisans qui en savaient trop. La route n'était pas encore tracée, mais elle était déjà pavée des corps de ceux qui avaient tenté de voler le secret. Et ce n'était que le commencement. Le désir de richesse est un acide qui ronge les frontières et les loyautés plus sûrement que n'importe quelle armée. La demande pour la soie à l'ouest devint une fièvre, une folie qui allait bientôt consumer des empires entiers. Que choisiriez-vous? La richesse de toute une nation ou la vie d'un homme qui détient un secret mortel? Le voyage de Zhang Qian a ouvert une brèche dans le mur qui séparait les mondes, une brèche par laquelle allait s'engouffrer non seulement la soie et l'or, mais aussi des armées, des prophètes, des assassins et des idées si puissantes qu'elles pouvaient renverser des trônes. La grande artère du monde commençait à battre et son pouls était celui de la guerre secrète. Zhang Qian pensait chercher des alliés, il a trouvé le destin. Auriez-vous sacrifié 13 ans de votre vie pour une mission qui pourrait échouer? Si vous pensez que le devoir passe avant tout, écrivez devoir dans les commentaires. Si vous croyez que la liberté personnelle est sacrée, écrivez liberté. Votre choix en dit long sur l'époque dans laquelle vous vivez. Les empires chinois et romains croyaient être les 2 pôles du monde, les maîtres du jeu. Ils se trompaient. Entre eux, dans le vide apparent des déserts et des montagnes, un 3e pouvoir opérait. Un empire sans terre ni couronne, dont les seuls territoires étaient les routes et les caravanes sérail. C'étaient les Sogdiens, les véritables maîtres de la route de la soie.
Originaire de la région de Samarcande et de Boukhara, ce peuple de marchands a créé le premier réseau logistique et de renseignement transnational de l'histoire. Il n'avait pas d'armée puissante. Ils n'avaient pas d'ambition territoriale. Leur seule arme était l'information et leur seule loyauté allait au profit. Pendant près d'un millénaire, ils ont été les intermédiaires indispensables, les agents doubles parfaits dans le grand jeu entre l'Orient et l'Occident. Leur réseau de colonies s'étendait de la mer Noire aux confins de la Chine. Ils parlaient toutes les langues, connaissaient toutes les coutumes et surtout, ils ne juraient allégeance à personne. Un marchand sogdien pouvait vendre de la soie chinoise aux Parthes, puis vendre des renseignements sur les défenses sparteuses aux Chinois et conclure la journée en informant les tribus nomades des mouvements des deux armées. Pour les Sogdiens, la loyauté n'avait qu'un seul prix et il était toujours négociable. Leur plus grande réussite fut la création d'un système de communication secret et incroyablement efficace. Des archéologues ont découvert un paquet de lettres abandonnées dans une tour de guet en ruine près de Dunhuang, à l'ouest de la Chine. Ce sont les anciennes lettres, datant du IVe siècle de notre ère. Écrites en langue sogdienne, elles ne contiennent pas seulement des informations commerciales, mais aussi des nouvelles politiques, des rapports sur les troubles locaux, des avertissements sur les dangers des routes. C'était un véritable service de renseignement privé, opérant à travers un continent. Un marchand à Samarcande pouvait connaître la situation politique à la cour de Chine des mois avant les ambassadeurs officiels. Cette connaissance était leur pouvoir. Ils savaient quelles routes étaient Dieu sûr, quels fonctionnaires étaient corrompus, quels empires étaient sur le point d'entrer en guerre. Ils utilisaient ces informations pour détourner les caravanes, manipuler les prix et parfois pour déclencher ou mettre fin à des conflits. Un simple message transporté par un messager sogdien pouvait convaincre un khan nomade d'attaquer une province chinoise, affaiblissant ainsi un concurrent commercial et ouvrant de nouvelles opportunités. Ils étaient les catalyseurs invisibles de l'histoire. Ils se déplaçaient dans les interstices des grands empires, prospérant dans le chaos qu'ils contribuaient souvent à créer. Leurs caravanes, lourdement chargées de marchandises précieuses, cachaient parfois des messagers, des armes ou des fugitifs politiques. Leurs entrepôts dans les oasis reculées n'étaient pas seulement des lieux de stockage pour la soie et les épices, mais aussi des caches d'armes et des lieux de rendez-vous secrets. Imaginez une poursuite effrénée dans les sables du Taklamakan, non pas pour de l'or, mais pour une sacoche contenant une lettre codée qui pourrait décider du sort d'une guerre. Imaginez des négociations secrètes à la lueur d'un feu de camp où le destin de milliers de personnes est scellé par une poignée de marchands dont les noms ne figureront jamais dans aucune chronique. C'était le monde des Sogdiens, ils n'ont laissé derrière eux ni monuments grandioses, ni empire. Ils ont laissé quelque chose de bien plus durable, un réseau. L'idée qu'un groupe d'individus, unis non par le sang ou la nationalité, mais par des intérêts communs, pouvait exercer une influence plus grande que celle des rois et des empereurs. Ils ont été les pionniers de la mondialisation avec tous ses avantages et tous ses dangers. Ils ont prouvé que le contrôle des flux d'informations était plus important que le contrôle des territoires. Et pendant que les Sogdiens tissaient leur toile invisible à l'extrémité occidentale de la route, une superpuissance était en train de développer une dépendance mortelle pour le produit qu'ils transportaient. Une dépendance qui allait la mener au bord de la ruine. La nouvelle des richesses infinies de l'Orient était parvenue à Rome, forçant les empereurs les plus ambitieux à tourner leur regard bien au-delà de l'Euphrate. Au Sénat romain, la colère gronde. Pline l'Ancien calcule qu'au moins 100 millions de sesterces quittent de l'Empire chaque année pour acheter des babioles venues d'Orient. 100 millions, une somme astronomique qui finance les ennemis de Rome et vide les coffres de l'État. Et pourquoi ? Pour la soie. Un tissu si fin, si transparent qu'il ne cache rien du corps des matrones romaines qui le portent, les transformant, selon les mots du philosophe Sénèque, en spectacle de débauche publique. La soie est devenue une obsession, une maladie. Elle est le symbole ultime du statut, du luxe, mais aussi de la décadence et de la corruption morale qui, selon beaucoup, ronge l'empire de l'intérieur. Mais interdire la soie est impossible. La demande est trop forte. Rome a faim de soie et cette faim la rend vulnérable. Car entre Rome et la source de cette drogue textile se dresse un mur. Un mur non pas de briques, mais d'acier, de flèches et de duplicité.
l'empire parthe. Les Parthes, cavaliers redoutables et maîtres de l'intrigue, contrôlent les terres qui s'étendent de l'Euphrate aux portes de l'Asie centrale. Ils tiennent la gorge de la route de la soie et ils l'étranglent à leur guise. Ils achètent la soie à bas prix aux caravanes venues d'Orient et la revendent à Rome avec des marges exorbitantes. Ils sont devenus les intermédiaires les plus riches et les plus arrogants du monde et ils se délectent de leur position. Plus important encore, ils empêchent par tous les moyens un contact direct entre les deux superpuissances, Rome et la Chine. Ils sont les maîtres de la désinformation. Aux émissaires romains, ils décrivent de la route vers la Chine comme un voyage impossible, à travers des déserts sans eau et des créatures monstrueuses. Aux Chinois, ils dépeignent Rome comme un lointain royaume de barbares sans importance réelle. Ils montent les deux géants l'un contre l'autre, s'assurant qu'ils ne s'uniront jamais contre eux. Chaque tentative romaine de briser ce monopole se solde par un désastre. Les ambassadeurs sont assassinés, leurs escortes massacrées dans des embuscades. Les caravanes qui tentent de contourner le territoire parthe sont attaquées par des bandits qui sont en réalité des soldats parthes déguisés. La guerre économique se transforme en guerre ouverte. En l'an 53 avant notre ère, le consul Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome, mène 7 légions au cœur du territoire parthe. Il rêve de gloire et des richesses infinies de l'Orient. Son rêve se transforme en cauchemar à la bataille de Carès. Les légions romaines, lentes et pesantes, sont anéanties par les archers à cheval parthes, insaisissables et mortels. Crassus est tué, sa tête, dit-on, utilisée comme accessoire dans une pièce de théâtre à la cour du roi parthe, un lingot d'or fondu versé dans sa bouche pour assouvir sa soif de richesse. Carès n'est pas seulement une défaite militaire, c'est un échec catastrophique du renseignement. Rome a sous-estimé la vitesse, la tactique et surtout le réseau d'informateurs parthes qui connaissaient chaque puits, chaque sentier, chaque mouvement de l'armée romaine. La route de la soie est devenue un champ de bataille. Les oasis fortifiées, points vitaux pour l'approvisionnement en eau des caravanes, sont l'objet de sièges sanglants. Chaque transaction commerciale est une opération de renseignement potentiel. Un marchand qui pose trop de questions peut se retrouver avec une dague dans le dos dans une ruelle sombre de Ctésiphon, la capitale parthe. Rome, la maîtresse du monde méditerranéen, est impuissante. Elle continue de saigner son or pour une marchandise qui la corrompt, enrichissant un ennemi qu'elle ne peut vaincre. La soie est devenue une arme pointée sur le cœur de l'Empire. Pourriez-vous trahir votre patrie pour une vérité qui pourrait la détruire ? Dans cette lutte acharnée pour le contrôle des biens matériels, les belligérants ne se rendaient pas compte qu'une nouvelle force, bien plus puissante et dangereuse, voyageait déjà le long de ces mêmes routes. Des idées, des croyances. Des foi nouvelles qui allaient transformer la guerre pour le profit en une guerre pour les âmes. Les caravanes ne transportaient pas que de la soie et des épices. Dans les replis des étoffes, dans l'esprit des marchands et des pèlerins, voyageaient des dieux, des philosophies et des promesses de salut. La route de la soie est devenue une autoroute pour les religions. Et chaque foi nouvelle était une arme potentielle dans la guerre de l'ombre pour le contrôle des cœurs et des esprits. Le bouddhisme fut le premier à se lancer à la conquête de l'Est. Parti d'Inde, il a suivi les sentiers caravaniers, trouvant un terrain fertile dans les oasis du désert du Taklamakan. Les monastères, construits près des points d'eau vitaux, n'étaient pas seulement des centres spirituels. Ils étaient aussi des banques, des hôtels, des centres d'information et, inévitablement, des nids d'espions. Un moine qui écoute les confessions d'un marchand de passage en apprend beaucoup sur les mouvements des troupes, l'état des récoltes ou le moral de la population. Les souverains des royaumes oasis, puis les khanes des puissantes confédérations nomades, ont vite compris le pouvoir de cette nouvelle foi. En adoptant le bouddhisme, ils gagnaient non seulement le soutien de leur population, mais aussi l'accès à un réseau international de monastères qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Des moines bouddhistes devinrent les conseillers et les diplomates des khans turcs, utilisant leur influence pour façonner la politique étrangère, encourager les alliances ou semer la discorde. Plus à l'ouest, une autre foi voyageait dans la direction opposée, le christianisme, sous sa forme nestorienne.
Chassés de l'Empire romain comme hérétiques, les missionnaires nestoriens trouvèrent refuge en Perse et poursuivirent leur chemin le long de la route de la soie, atteignant jusqu'à la Chine. Comme les bouddhistes, ils établirent des communautés le long des routes commerciales et leurs évêques devinrent des acteurs politiques influents, offrant leur expertise et leur réseau de contacts aux dirigeants locaux. La compétition entre les religions était féroce. Une dispute théologique dans un bazar pouvait rapidement dégénérer en émeute sanglante. Convertir un souverain, c'était remporter une victoire stratégique majeure, assurant des décennies de protection et d'influence. Mais la foi la plus énigmatique et la plus redoutée de toutes était le manichéisme. Fondé au IIIe siècle par le prophète Mani en Perse, ce culte syncrétique mélangeait des éléments du zoroastrisme, du bouddhisme et du christianisme. Les manichéens prêchaient un dualisme radical entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Leur structure était celle d'une société secrète, avec une hiérarchie stricte, des rites d'initiation et une discipline de fer. Ils étaient les espions idéaux. Leurs élus, vêtus de blanc, voyageaient constamment, prétendument pour des raisons religieuses, mais en réalité pour transmettre des messages, coordonner des actions et recueillir des renseignements. Leur réseau s'étendait de l'Afrique du Nord à la Chine. Ils étaient partout et nulle part. Les empires les craignaient plus que tout. Les Romains, les Perses, les Chinois, tous les persécutèrent avec une cruauté indicible. Être accusé de manichéisme était une condamnation à mort. Les purges et les exécutions de masse n'étaient pas seulement des actes de fanatisme religieux. C'étaient des opérations de contre-espionnage visant à démanteler un réseau d'agents ennemis insaisissables. Car la foi est l'arme parfaite. Elle offre une motivation qui transcende l'or ou la peur. Un martyr qui meurt pour ses croyances est aussi un agent qui emporte ses secrets dans la tombe. La route de la soie était devenue une arène où des guerres invisibles se superposaient. La guerre pour la soie, la guerre pour l'or et maintenant la guerre pour Dieu. Et chaque conflit rendait les routes plus dangereuses, le monde plus instable, jusqu'à ce qu'une force nouvelle, surgie des steppes glacées de Mongolie, vienne imposer sa propre paix au monde, une paix fondée non pas sur la foi ou le commerce, mais sur une peur absolue et un contrôle total. Si vous étiez un souverain, que craindriez-vous le plus ? L'épée d'une armée ennemie ou l'idée qui pourrait retourner votre propre peuple contre vous? L'histoire montre que les idées sont souvent plus tranchantes. Partagez votre choix dans les commentaires. Au début du XIIIe siècle, le monde était un chaos de guerres intestines et de routes commerciales brisées. Les empires s'effondraient, les religions se déchiraient. C'est alors qu'un homme, Gengis Khan, a uni les tribus nomades de Mongolie et a déferlé sur le monde. La conquête mongole fut d'une brutalité sans précédent. Des villes entières furent rasées, des populations massacrées. Mais de ce bain de sang naquit un phénomène unique. La Pax Mongolica, la paix mongole. Pour la première fois depuis des siècles, une seule puissance contrôlait la quasi-totalité de la grande route de la soie, de la Chine à la Russie. Les routes devinrent sûres. On disait qu'une jeune fille pouvait traverser l'empire avec un plat en or sur la tête sans être importunée. Le commerce explosa, mais cette paix avait un prix payé en liberté et en sang. Gengis Khan et ses descendants n'étaient pas seulement des conquérants, ils étaient des maîtres de l'organisation et de l'espionnage. Ils ont transformé la route de la soie en le système de surveillance et de contrôle total le plus efficace de l'histoire pré-moderne. Le cœur de ce système était le YAM, un réseau de relais de postes incroyablement performant. Des stations étaient établies tous les 30 à 40 km, où des messagers pouvaient trouver des chevaux frais, de la nourriture et un abri. Un message urgent pouvait parcourir des centaines de kilomètres en une seule journée, plus vite que n'importe quelle armée. Le YAM n'était pas seulement une poste, c'était le système nerveux de l'Empire. Il permettait non seulement de transmettre des ordres, mais aussi de déplacer rapidement des espions, des fonctionnaires et même de petits détachements punitifs pour écraser toute rébellion dans l'œuf. Tout le monde était un informateur potentiel. Les marchands qui utilisaient les routes sécurisées de l'Empire étaient tenus, sous peine de mort, de rapporter tout ce qu'ils voyaient ou entendaient de suspect aux autorités locales. Chaque aubergiste, chaque chamelier, chaque guide pouvait être les yeux et les oreilles du grand Khan. La paranoïa était totale. Personne ne savait à qui faire confiance.
Un mot imprudent dans un caravansérail pouvait vous conduire à la torture et à l'exécution. C'est dans ce monde d'ordre de fer et de peur omniprésente qu'arrive un jeune marchand vénitien nommé Marco Polo. Son histoire est célèbre. Il aurait passé 17 ans au service du petit-fils de Gengis, Kubilai Khan, explorant les vastes étendues de son empire. Mais qui était-il vraiment? Un simple marchand fasciné par les merveilles de l'Orient, ou quelque chose de plus? Certains historiens suggèrent que Marco Polo était peut-être un agent du Khan, un œil étranger utilisé pour des missions spéciales, précisément parce qu'il n'appartenait à aucune des factions locales et ne devait sa loyauté qu'à l'empereur. Son livre, Le devisement du monde, n'est peut-être pas seulement un récit de voyage, mais aussi un rapport de renseignements détaillé sur les ressources, les défenses et les coutumes des territoires de l'Empire. L'efficacité du réseau de renseignement mongol a été prouvée lors de sa confrontation avec la seule organisation qui pouvait rivaliser avec lui en termes de secret et de discipline, les assassins. Cette secte ismaélienne, basée dans la forteresse imprenable d'Alamut en Perse, terrorisait le Moyen-Orient depuis des décennies, éliminant califes et sultans avec une précision chirurgicale. Ils étaient les maîtres de l'infiltration et de l'assassinat politique. Mais face aux Mongols, ils n'avaient aucune chance. En 1256, une armée mongole menée par Hulagu Khan a assiégé Alamut, mais la véritable bataille s'est déroulée en amont. Les espions mongols avaient passé des années à infiltrer les régions environnantes, à retourner les populations locales et à recueillir des informations sur les défenses de la forteresse. Quand l'assaut final a été donné, la résistance des assassins s'est effondrée. Le grand maître a été capturé et la secte anéantie. C'était une bataille entre les deux services secrets les plus redoutables de l'époque et la machine de renseignement mongole globale et totalitaire l'a emporté. La Pax Mongolica a montré au monde que la sécurité absolue ne peut être achetée qu'au prix d'une surveillance absolue. Un ordre parfait qui repose sur une peur parfaite. Mais cet ordre, aussi puissant soit-il, dépendait des routes terrestres. Et pendant que les Khan régnaient sur le continent à l'autre bout du monde, en Italie, de nouvelles puissances maritimes commençaient à se demander s'il n'y avait pas un moyen de contourner ce monopole et de s'emparer des fabuleux profits du commerce oriental. Qui a réellement tiré les plus grands profits de la Pax Mongolica? Pas les Mongols, qui dépensaient leurs richesses en conquêtes sans fin. Pas les Chinois, qui produisaient la soie. Les véritables gagnants étaient les intermédiaires au bout de la chaîne, ceux qui contrôlaient la distribution finale en Europe, les républiques maritimes italiennes et plus particulièrement Venise et Gênes. Ces deux cités-États, rivales à mort, ont transformé la Méditerranée en une arène pour leurs guerres commerciales et secrètes. Elles se sont battues, avec une férocité inouïe pour le contrôle des comptoirs commerciaux de Constantinople, d'Alexandrie et des ports de la mer Noire, les portes d'entrée de la route de la soie en Europe. Les doges de Venise et les banquiers de Gênes n'étaient pas de simples marchands. C'étaient les parrains de la première mafia mondiale. Leur richesse n'était pas construite sur le commerce loyal, mais sur le monopole, l'espionnage industriel, le sabotage et l'assassinat. La concurrence était éliminée au sens propre du terme. Un capitaine génois trop audacieux pouvait être retrouvé poignardé dans une taverne de Péra. Un artisan vénitien qui tentait de vendre ses secrets de fabrication du verre à un concurrent pouvait finir au fond d'un canal, les pieds coulés dans le ciment. C'était une guerre de l'ombre, menée par des réseaux d'espions et de tueurs à gages. Chaque marchand était un agent, chaque navire un potentiel cheval de Troie. Ils ont volé des cartes, corrompu des fonctionnaires byzantins, signé des traités secrets avec les sultans mamelouks d'Égypte pour s'assurer des tarifs préférentiels. Venise, la Sérénissime, a porté cet art à un niveau de perfection diabolique. Son conseil des 10 était l'un des services de contre-espionnage les plus redoutés d'Europe. Rien n'échappait à son réseau d'informateurs. La méfiance était la règle, et la trahison était punie avec une efficacité glaçante. Le chef-d'œuvre de l'ingénierie politique et militaire vénitienne reste la 4e croisade, au début du XIIIe siècle. Officiellement, c'était une expédition pour libérer la Terre Sainte. En réalité, ce fut la plus brillante et la plus cynique des opérations de rachat hostiles de l'histoire. Les Vénitiens ont fourni les navires aux croisés,
Puis, sous prétexte de dettes impayées, les ont convaincus de détourner leur route et d'attaquer non pas les musulmans, mais leur principal rival commercial chrétien, Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. En 1204, les croisés ont mis à sac la plus grande ville de la chrétienté dans une orgie de pillage et de violence. Venise a raflé la mise. Les 3/8 de l'Empire byzantin, des routes commerciales exclusives et l'élimination de son plus grand concurrent pour des décennies. Tout cela sous le prétexte pieux d'une guerre sainte. Gênes n'était pas en reste. Ses marins étaient parmi les plus audacieux du monde et ses banquiers financèrent des rois et des empires. La lutte entre les deux républiques a ensanglanté la Méditerranée pendant 2 siècles. Des batailles navales titanesques opposaient des flottes de centaines de galères. Des poursuites haletantes entre navires marchands se terminaient par des abordages sanglants. C'était un thriller financier à l'échelle d'un continent où le poignard, le poison et le chèque bancaire étaient des arguments de poids égal dans le débat. Ils se battaient pour les miettes du festin de la route de la soie, mais ces miettes valaient en plus que des royaumes entiers. Ils ont perfectionné les outils de la guerre économique moderne. Embargo, guerre par procuration, désinformation, mais leur monde opulent et impitoyable était construit sur une fondation fragile. Ils dépendaient entièrement d'une longue et complexe chaîne d'approvisionnement qu'ils ne contrôlaient pas. Et un jour, cette chaîne n'a pas apporté la soie et les épices, mais la mort, une mort noire qui allait tout balayer sur son passage. Au milieu du XIVe siècle, la route de la soie est à son apogée. Le réseau mondial n'a jamais été aussi dense et efficace. Mais les connexions qui apportent la richesse peuvent aussi apporter la ruine. Une rumeur terrifiante commence à se répandre depuis les steppes d'Asie centrale. Une nouvelle maladie, rapide, incurable et incroyablement mortelle. La peste noire. Comment a-t-elle commencé? La science moderne pointe vers des rongeurs des steppes. Mais une légende tenace raconte une autre histoire. Une histoire qui fait froid dans le dos. En 1346, l'armée mongole de la Horde d'Or assiège Kaffa, une colonie commerciale génoise en Crimée. Le siège s'éternise. C'est alors que la peste éclate parmi les assiégeants. Incapable de prendre la ville par la force, le khan mongol a recours à une tactique d'une perversité absolue. Il ordonne que les cadavres de ses soldats morts de la peste soient catapultés par-dessus les murs de la ville. C'est peut-être le premier acte de guerre biologique de l'histoire. Les Génois, horrifiés, jettent les corps à la mer, mais il est trop tard. La maladie se propage. Des navires génois fuyant Kaffa transportent la peste vers Constantinople, puis vers l'Italie et le reste de l'Europe. La route de la soie et ses extensions maritimes deviennent des autoroutes de la mort. La maladie suit exactement les routes commerciales. Les caravanes qui partent en bonne santé arrivent à destination avec une poignée de survivants. Les villes commerciales prospères se transforment en charniers. Le monde s'effondre. Le commerce s'arrête, les empires se désintègrent. Un tiers, peut-être même la moitié de la population de l'Europe et d'une grande partie de l'Asie est anéantie. C'est l'apocalypse. La peur et la paranoïa règnent. On cherche des coupables. Les étrangers, les hérétiques, les juifs sont massacrés. La civilisation semble régresser de plusieurs siècles. C'est sur les ruines de ce monde dévasté que se lève une nouvelle figure, un conquérant d'une ambition et d'une cruauté qui éclipse même celle de Gengis Khan. Son nom est Tamerlan, Timour le boiteux. Issu d'une tribu turco-mongole de Transoxiane, Tamerlan se lance dans une série de campagnes militaires qui vont redessiner la carte de l'Asie. Ces conquêtes ne sont pas de simples prises de territoire. Ce sont des actes de destruction économique délibérés. Tamerlan comprend que le pouvoir ne vient pas seulement de la terre, mais du contrôle des flux commerciaux. Il se donne pour mission de détruire systématiquement toutes les routes commerciales qui contournent sa capitale, Samarcande. Il met à sac les villes de la Horde d'Or en Russie, anéantissant leur commerce avec Gênes. Il pique Delhi en Inde, il écrase l'Empire ottoman. Il rase Bagdad et Damas. Ses victoires sont marquées par une cruauté calculée. Il fait construire des tours avec les crânes de ses victimes, des pyramides de têtes pour terroriser ses ennemis. Ces actes barbares ne sont pas des excès de folie, ce sont des messages, des communiqués de presse macabres adressés à quiconque oserait défier son monopole.
Tamerlane a tenté de devenir le propriétaire unique et absolu de la grande route de la soie, de la purger de tous ses concurrents. Il a presque réussi. Mais son empire, construit sur la terreur, ne lui a pas survécu. Après sa mort en 1405, il s'est effondré. La tentative de placer tout le système sous un contrôle unique et brutal avait échoué. Le monde était brisé, les anciennes routes pleines de dangers. Les puissances européennes, coupées de l'Orient par les ruines de l'empire de Tamerlan et la montée d'un nouvel empire ottoman hostile, étaient désespérées. Il fallait trouver un autre chemin. N'importe lequel. Une nouvelle ère d'exploration allait commencer, non par curiosité, mais par nécessité économique et stratégique. Devant une catastrophe mondiale, certains cherchent à unir le monde sous une main de fer, tandis que d'autres préfèrent le diviser pour mieux le contrôler. Quelle stratégie vous semble la plus efficace, même si elle est cruelle? Exprimez votre choix dans les commentaires. Pourquoi Christophe Colomb a-t-il navigué vers l'ouest en 1492? L'histoire apprise à l'école parle de la recherche d'une nouvelle route vers les Indes et ses précieuses épices. C'est vrai, mais c'est incomplet. La véritable raison était une opération de contournement stratégique à l'échelle mondiale. Au XVe siècle, les anciennes routes terrestres de la soie étaient devenues un cauchemar. L'effondrement de l'empire mongol les avait rendues dangereuses et fragmentées. La chute de Constantinople aux mains des Turcs ottomans en 1453 avait porté le coup de grâce. Les Ottomans, ainsi que les Mamelouks d'Égypte, contrôlaient désormais les points d'accès à l'Orient et imposaient des taxes prohibitives. Venise et Gênes pouvaient encore commercer, mais leurs profits diminuaient et leur dépendance envers des puissances hostiles augmentait. Pour les autres nations européennes, comme le Portugal et l'Espagne, la situation était intolérable. Elles étaient exclues du jeu. Leur seule option était de briser le système existant en le contournant. C'est le début de l'âge de la voile. Les Portugais, méthodiquement, explorent la côte de l'Afrique, cherchant un passage vers l'océan Indien. Christophe Colomb, lui, propose un plan plus audacieux, presque fou, atteindre l'Est en naviguant vers l'Ouest. Sa mission n'était pas celle d'un explorateur romantique, mais une opération financée par la couronne espagnole pour briser le monopole vénéto-ottoman. Chaque caravelle qui quitte le port de Palos est un missile pointé sur le cœur économique de Venise. La découverte des Amériques fut un accident, une distraction. Le véritable objectif a été atteint en 1498 lorsque Vasco de Gama a contourné l'Afrique et a atteint l'Inde par la mer. C'était une condamnation à mort pour la grande route de la soie. Les navires étaient de plus lents que les caravanes, mais ils pouvaient transporter des volumes de marchandises infiniment plus grands à des coûts bien inférieurs. Le centre de gravité du commerce mondial a basculé, passant des déserts d'Asie centrale aux océans du monde. Pour les anciennes et fières cités caravanières, ce fut le début d'une longue et douloureuse agonie. Samarcande, Boukhara, Merv, autrefois centre du monde, devinrent des villes de province oubliées, des fantômes de leur gloire passée. La grande artère s'est sclérosée, se désintégrant en une multitude de petites veines locales. Les derniers grands caravansérails, autrefois symboles de commerce et de rencontres, se sont transformés en forteresses pour se protéger des bandits de plus en plus nombreux. Les marchands sont devenus des guerriers, leurs caravanes des expéditions militaires désespérées. Sur les ruines du grand commerce, 3 nouveaux empires musulmans se sont livrés à des guerres de féroces pour le contrôle des flux commerciaux déclinants. Les Ottomans en Turquie, les Séfévides en Perse et les Moghols en Inde. Leur rivalité, notamment celle entre les Ottomans sunnites et les Séfévides chiites, était particulièrement sanglante. Ils ont transformé les anciennes routes en lignes de front, rendant le commerce caravanier encore plus périlleux. C'était l'automne d'un monde. Une époque d'aventuriers désespérés, de poètes élégiaques et de rois cruels se battant pour les restes d'un festin qui était déjà terminé. La soie pouvait maintenant arriver en Europe sans jamais avoir touché la terre ferme entre la Chine et le port de Lisbonne. Le désert avait perdu sa raison d'être, mais les anciennes routes, même silencieuses et abandonnées, ne sont jamais vraiment mortes. Elles conservent une mémoire, une importance stratégique. Et au XIXe siècle, alors que le monde pensait les avoir oubliées, elles allaient devenir le théâtre d'un nouveau conflit. Une guerre secrète entre 2 des plus grands empires de l'histoire moderne qui se disputaient non pas la soie, mais la domination du monde.
Au XIXe siècle, la poussière était retombée sur la route de la soie. Ces cités légendaires n'étaient plus que des noms dans des livres anciens. Mais sur les cartes des états-majors de Londres et de Saint-Pétersbourg, ces noms brillaient d'un nouvel éclat. L'Asie centrale, ce vaste no man's land entre les empires britanniques et russes, est devenu l'échiquier du grand jeu, le duel d'espionnage le plus long et le plus romantique de l'histoire. L'enjeu n'était plus le commerce, mais l'empire. La Grande-Bretagne, qui contrôlait l'Inde, le joyau de la couronne, y craignait par-dessus tout une avancée russe vers le sud qui menacerait sa colonie la plus précieuse. La Russie, de son côté, poursuivait son expansion inexorable vers le sud et l'est, cherchant un accès aux mers chaudes et voyant dans l'influence britannique un obstacle à son destin manifeste. C'était une guerre froide avant l'heure, une guerre non déclarée menée non pas par des armées, mais par une poignée d'hommes courageux et souvent excentriques, des espions, des explorateurs, des officiers se faisant passer pour des savants, des marchands ou des pèlerins musulmans. Ils étaient les nouveaux acteurs de la route de la soie. Leurs armes étaient le sextant, la boussole, des sacs d'or pour corrompre les khanes locaux et une bonne dose de bluff. Leur mission consistait à cartographier des territoires inconnus, à évaluer la force militaire des émirats de Boukhara ou de Khiva, à nouer des alliances secrètes et, surtout, à contrecarrer les plans de l'adversaire. La vie de ces agents était un roman d'aventure permanent. Des hommes comme le Britannique Arthur Connolly, qui a forgé l'expression « le grand jeu » avant d'être exécuté à Boukhara, ou le Russe Nikolaï Przhevalski, un explorateur de génie qui était aussi un officier du renseignement militaire. Il voyageait pendant des mois, voire des années, affrontant des tempêtes de sable, des cols de montagnes glacées et la méfiance constante des populations locales. Une poursuite dans les passes du Pamir, une fusillade dans une ruelle de Kashgar, une négociation tendue dans la cour d'un émir paranoïaque, c'était leur quotidien. Chaque pas du lion britannique était suivi de près par l'ours russe, et vice-versa. Si un agent britannique apparaissait à Hérat, en Afghanistan, un agent russe ne tardait pas à y arriver aussi, avec plus d'or et de plus belles promesses. Ils organisaient sur des coups d'État, armèrent des tribus les unes contre les autres, propageaient de fausses rumeurs. C'était un jeu mortel où la moindre erreur pouvait coûter la vie, mais aussi déclencher une guerre ouverte entre deux empires. Le progrès technologique a ajouté une nouvelle dimension à cette guerre de l'ombre. L'invention du télégraphe permettait à Londres et à Saint-Pétersbourg de recevoir des nouvelles de leurs agents en quelques jours au lieu de plusieurs mois, accélérant le rythme du jeu. Mais sur le terrain, les vieilles méthodes restaient les plus efficaces. Le déguisement, la ruse, la connaissance des langues et des coutumes locales. Les anciennes routes caravanières, autrefois artères du commerce mondial, étaient devenues les lignes de faille de la géopolitique mondiale. Leur contrôle ne signifiait plus la richesse mais la suprématie stratégique. Le grand jeu a duré près d'un siècle, ne prenant fin qu'avec l'émergence d'une nouvelle technologie qui allait rendre obsolètes à la fois les espions à cheval et les dernières caravanes. Une technologie qui allait tuer la route de la soie une seconde et dernière fois en l'enterrant sous des traverses d'acier. À la fin du XIXe siècle, le sifflement du train à vapeur a commencé à résonner dans les déserts d'Asie centrale. La construction des chemins de fer, comme le Transcaspien par les Russes ou le chemin de fer de l'Est chinois, n'était pas un simple projet d'infrastructure. C'était l'acte final de la conquête, l'outil ultime de contrôle. Le cheval de fer a tué la caravane de chameaux, rapidement, brutalement et définitivement. Une distance qui prenait des semaines à une caravane pouvait désormais être couverte en quelques jours. Les armées pouvaient être déplacées à une vitesse foudroyante, rendant toute rébellion locale futile. Le train n'a pas seulement tué le commerce caravanier, il a anéanti un monde, un mode de vie, et surtout un système de connaissances accumulé sur des millénaires. Car la route de la soie n'était pas seulement un ensemble de pistes, c'était un réseau humain. Un réseau de familiers de marchands, de guildes, de chameliers, de sociétés secrètes qui se transmettaient de génération en génération les secrets vitaux de la route, l'emplacement des sources cachées, les itinéraires secrets pour éviter les bandits ou les collecteurs de taxes, les codes pour communiquer, les contacts fiables dans chaque ville. Ce savoir était leur capital, leur assurance vie. Avec l'arrivée du chemin de fer, ce savoir est devenu
à la fois inutile et dangereux. Les services secrets des grandes puissances, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, qui se préparaient à la grande confrontation de la Première Guerre mondiale, ont compris la valeur stratégique de ces anciens réseaux. Ils se sont lancés dans une chasse silencieuse pour s'emparer de ces archives humaines. Ils voulaient les cartes, les listes de contacts, les codes. Ils voulaient transformer ces réseaux commerciaux en réseaux d'espionnage pour la guerre moderne. Les derniers gardiens des secrets de la route de la soie se sont retrouvés face à un choix terrible. Collaborer et voir leur savoir ancestral transformé en outil de mort et de destruction à une échelle industrielle ou résister. Ils ont choisi une troisième voie, l'oubli. Dans un acte final de résistance silencieuse, ils ont délibérément détruit leur propre héritage. Des cartes dessinées à la main sur de la peau de gazelle ont été brûlées. Des livres de contes qui contenaient en réalité des messages codés ont été jetés dans les fleuves. Les anciens se sont tus, emportant leurs secrets dans la tombe plutôt que de les livrer aux nouveaux maîtres du monde. Ils ont créé de fausses pistes, inventé des légendes pour égarer les chercheurs de trésors et les espions. Ils ont préféré effacer leur propre histoire pour la sauver de la profanation. La grande route de la soie ne s'est pas éteinte lentement. Elle a été assassinée par le progrès et ses derniers adeptes ont organisé ses funérailles secrètes, dispersant ses cendres aux quatre vents du désert. Le plus grand secret de la route de la soie n'était pas la fabrication de la soie, ni l'emplacement d'une oasis cachée. Son dernier et plus profond secret fut celui de sa propre disparition. Un suicide collectif du savoir pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme une arme dans les guerres apocalyptiques du XXe siècle. Ils ont choisi l'ignorance pour préserver une forme de paix. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de nouvelles routes de la soie, des réseaux d'information numériques qui relient la planète instantanément. Mais leur acte nous pose une question fondamentale. Que préférez-vous pour notre monde, une ignorance sécurisante qui cache de dangereux leviers de pouvoir ou une connaissance universelle et transparente qui pourrait elle-même provoquer de nouveaux conflits? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre choix déterminera peut-être le futur de nos propres routes.